Chapitre 12. Griffon. Alors que nous gravissions la montagne suivante, Rena s'arrêta pour uriner hors de la vue de la compagnie. Delmar m'avait chargé de rester près d'elle. Je suis donc resté en sentinelle pendant que la jeune femme embarrassée faisait ses besoins. Lorsqu'elle est sortie, j'ai échangé avec elle, et elle était gênée de me voir juste au coin. J'ai donc choisi un autre rocher pour cacher mes affaires. J'ai décidé d'essayer d'expérimenter avec mon espace dimensionnel pendant que je me soulageais. J'ai essayé de retirer un cylindre d'1,50 m de diamètre de la pierre que je peignais devant moi. Il m'a fallu du temps pour obtenir la visualisation, et puis... j'ai trébuché en arrière, étourdi, et en train d'uriner un peu sur moi-même par accident. J'ai levé les yeux, et une ouverture ronde d'1,50 m de diamètre s'étendait sur 3 mètres de profondeur dans la montagne. Mon éther était à sec, cependant. La même chose s'est produite lorsque j'avais tué la bulette. J'ai supposé que l'investissement en éther dépendait de la masse de l'objet. Comme je n'avais pas assez d'éther, cela a simplement coupé l'objet là où il se trouvait. Le bord du trou rond était extrêmement tranchant. J'avais aussi un grand cylindre de pierre dans mon espace dimensionnel. Est-ce que cela prendrait tout mon éther pour le retirer? Ou le drain était-il principalement dû au retrait de l'objet? Il ne me restait plus d'éther pour faire le test pour le moment. Alors j'ai terminé, nettoyé du mieux que j'ai pu, et rejoint Rena, qui était rouge vif, et évitait le contact visuel. 3 hommes nous attendaient un peu plus loin, et nous avons rattrapé le groupe principal. Au coucher du soleil, ce jour-là, nous avons installé notre camp sur le sol rocheux, sous un surplomb, pour nous protéger du dessus. J'avais une rotation de garde de nuit avec Mathéo et Félix. Nous avions le pire quart de travail, en plein milieu de la nuit, ce qui interromprait notre sommeil nocturne. Nous avons entendu des rochers tomber de loin, mais rien n'a perturbé notre campement pendant la nuit. Au matin, la mage Castille s'est adressée à l'ensemble du groupe. Le nid est à environ 5 kilomètres à l'est. Lorsque nous nous en approcherons, soyez sur le qui-vive. Les griffons attaqueront lorsqu'ils se sentiront menacés. Nous les traiterons un par un. Je les immobiliserai avec de la magie, et nous les attaquerons ensuite ensemble. Méfiez-vous de la portée de leur attaque une fois au sol. Même avec leurs ailes restreintes, ils seront rapides. Elle a conclu son bref discours en donnant l'ordre de se mettre en route. J'ai été placé au milieu de la compagnie, avec Rena, pour notre protection. La matinée était froide, mais mes courbatures et mes douleurs s'atténuaient à mesure que mon corps s'adaptait. Rena était silencieuse tandis que nous marchions en silence. L'unité de tête a trouvé une grande piste tracée par des animaux qui semblaient se diriger dans la direction que nous voulions. Nous sommes restés sur la piste, et finalement le sommet où se trouvait le nid est apparu. La compagnie s'arrêta devant une grotte. Constantin parla avec animation à Castille. Je supposais qu'il avait déjà exploré la grotte, et je me rapprochai pour écouter. Castille demanda à Constantin. « Tu penses qu'ils sont descendus ?» Constantin haussa les épaules. « Ils ont certainement campé à l'entrée, et auraient pu aller voir les griffons, ou dans le donjon. » Delmar jura. « Qu'est-ce qu'un donjon fait ici, de toute façon? Comment y a-t-il assez d'éther pour l'alimenter ?» La mage Castille ne semblait pas irritée. Elle répondit calmement. « Les lignes telluriques sont profondes et débordent parfois à des endroits inhabituels. La question est, où est allé le fils du baron ?» Adrian cracha par terre. « Le donjon aurait été un suicide. Je vois bien cet idiot de Justin essayer. Je propose que nous rentrions et disions à son père qu'il est mort dans un donjon sauvage. » Castille haussa un sourcil vers son lieutenant. Il leva les mains en signe de défaite. « Putain, on va tous mourir !» La mage Castille parla avec autorité. « Nous camperons devant l'entrée du donjon, et nous ferons comme prévu. Nous tuerons les griffons et fouillerons le nid, et ramasserons les œufs. » Elle regarda ses 2 lieutenants. « Si nous ne trouvons pas les restes du groupe du baron, j'envisagerai d'entrer dans le donjon, pour les chercher à l'intérieur. » Delmar hocha la tête, et Adrian grogna de mécontentement. Des ordres furent donnés à toute la colonne pour entrer dans la grotte. Alors que nous entrions, des torches furent allumées, et nous entrâmes en file indienne.
À environ 210 mètres à l'intérieur de la grotte, elle s'arrêtait net, laissant une surface plane, noire et huileuse sur le mur. La zone devant la chambre abritait un campement abandonné. 7 tentes individuelles, un grand anneau de pierre pour le feu et des sacs de couchage avaient été laissés à l'intérieur des tentes, ainsi que quelques sacs à dos. Adrian jura de nouveau et dit dans un grognement bas. « Ces enfoirés sont définitivement allés dans le donjon. » Les tentes étaient grandes et plus belles que les nôtres, tout comme les sacs de couchage. Certains légionnaires ont commencé à réclamer un meilleur équipement. Je me suis déplacé vers une tente près du mur noir et j'ai jeté mon sac à l'intérieur. Mathéo, qui était proche, a souri. « Tu peux certainement la prendre, Eric, tant que les propriétaires d'origine ne se présentent pas. Sache juste que la tente et le sac de couchage pèsent 2 fois plus que ton équipement de légionnaire. » Rena a installé sa tente à côté de la mienne et semblait un peu timide à ce sujet. Ma nouvelle tente était définitivement assez grande pour 2, et elle avait des rabats pour plus d'intimité. Mais j'étais peut-être trop optimiste. Alors que tout le monde s'installait, je demandai à Rena tout en pointant du doigt le mur qui semblait couvert d'huile devant elle. « Alors, qu'est-ce que tu sais à ce sujet ?» Elle marqua une pause dans le déballage de son équipement. « Juste ce que j'ai lu. J'ai grandi dans un petit village. Mon éducation s'est concentrée sur l'apprentissage des formes de sorts et la façon de lancer des sorts. » Elle s'assit sur une pierre. « Les donjons sont des concentrés d'essence éthérique dotés de sapience. Les lignes telluriques qui courent sous la terre transportent de grandes quantités d'éther, et l'éther s'échappe et imprègne le monde parfois. Lorsqu'il s'accumule dans une zone, l'éther fait muter les créatures et crée des passages et des salles. Les monstres mutés sont très forts, mais ils produisent toujours une essence lorsqu'un collecteur est utilisé sur eux. C'est, elle désigna le mur noir, comme ça qu'ils attirent les aventuriers. »« Alors les donjons sont vivants ?» demandai-je à Rena. « Devrions-nous camper si près ? C'est l'entrée, n'est-ce pas ?» Adrian nous rejoignit et s'assit à côté de Rena. « Oui, c'est l'entrée, Eric. Les donjons sont vivants, et les créatures qui y entrent sont tuées, absorbées, puis réutilisées. Les donjons n'apparaissent qu'au point de connexion des lignes telluriques. Celui-ci semble être une anomalie. » Castile nous a également rejoints. « Les lignes sont profondes, et toutes n'ont pas été cartographiées, Adrian. Il pourrait y avoir un nexus en dessous de nous. » J'ai sorti de la nourriture et j'ai commencé à manger, me contentant d'écouter. Adrian s'est concentré sur Castile et a ajouté « Les monstres à l'intérieur sont forts. Seuls les idiots entrent dans un donjon en quête d'un gros butin. » Castile semblait agacé par la réticence d'Adrian à explorer le donjon. « Ne t'inquiète pas, Adrian. Si nous entrons, tu pourras rester dehors et garder le campement. » Cela fit grimacer Adrian, car c'était une réprimande indirecte. Castile se tourna vers moi. « Les donjons sont des bénédictions et des malédictions tout à la fois. » Adrian hocha la tête en signe d'accord. « Ils peuvent s'étendre sur des kilomètres dans la terre, toujours en profondeur. Quel que soit l'être qui les contrôle, ils essaient d'inciter les aventuriers à les explorer. Toutes les créatures donnent des essences et le donjon laisse des prix, généralement des métaux précieux ou la recréation d'objets qu'ils ont absorbés dans le passé. » Tout cela me semblait très familier. Ce n'était peut-être pas l'exacte réplique d'un jeu vidéo, mais l'idée générale était là. J'ai avalé de la viande séchée et du fromage, et j'ai demandé « Quel avantage un donjon tire-t-il du fait d'attirer les aventuriers ? Peut-on tuer un donjon, l'empêcher de fonctionner ?» Castile répondit « Oui, détruire le noyau des terres solidifié est possible. Habituellement, la guilde des aventuriers évalue l'utilité d'un donjon avant de passer à cette étape. » Castile se leva. « Quand quelqu'un meurt dans un donjon, le donjon en profite en absorbant l'équipement et le cadavre. Cela l'aide à devenir plus fort et à s'étendre. Si le donjon est intelligent, il équilibrera l'appât et la guillotine. Finis ton repas. Nous avons assez de lumière du jour pour nous déplacer vers le nid du griffon. » Des ordres furent donnés et 6 hommes restèrent sur place. Cela signifiait que les mages Castile et Rena partaient avec 17 légionnaires. C'était formidable de laisser tomber l'équipement lourd.
Je portais une lance et j'avais mes 2 épées courtes attachées dans mon dos, à l'écart, au cas où j'aurais besoin de courir. Nous sommes partis sur le sentier et au bout d'une heure, Constantin a crié. Dans le soleil, il plonge! Nous nous sommes tous tournés et avons regardé vers le haut. C'était difficile à voir, mais quelque chose devenait définitivement plus grand. Je me suis mis à couvert derrière un rocher et j'ai pointé ma lance vers le haut. Le griffon était grand, avec une envergure de 3 mètres. Il visait Matteo, et j'ai pensé qu'il était foutu, car des serres massives s'étendaient vers l'avant. Castille a lancé de fines lignes noires qui ont filé vers la créature et se sont enroulées autour de son corps et de ses ailes. La créature hurla de colère en luttant pour battre des ailes, s'écrasant au sol et percutant quelqu'un que je ne pouvais pas identifier. Des ordres furent soudain criés. « À l'attaque! Potion bleue! Encerclez-le! Gardez un œil sur l'autre !» Oh, la demande de potion était pour moi. J'ai attrapé la potion dans mon stockage et j'ai couru vers l'homme à terre. Toute ma concentration était sur lui mettre la potion dans la bouche. Les bruits violents du combat résonnèrent à proximité, mais je fis mon travail. Les os de l'homme commencèrent à se remettre en place. Castille s'agenouilla à côté de moi 1 minute plus tard, et je levai les yeux. Le griffon était ensanglanté et à l'agonie. Il appelait sa compagne. Castille dit « Donne-lui-en une deuxième. » Elle se leva et termina son sort en scrutant les cieux. Quelqu'un pointa le ciel. C'était l'autre griffon. Des ordres furent criés tandis que nous nous préparions, tout le monde étant beaucoup plus confiant maintenant. Mais le griffon ne vint pas. Au lieu de cela, il atterrit dans son nid. Bientôt, il s'envola avec 2 œufs serrés dans ses pattes. Delmar jura. « Ces stupides oiseaux sont plus intelligents qu'ils ne devraient l'être. Autant pour le bonus de mission !» Castille ne semblait pas inquiète et sortit simplement son appareil pour récolter l'essence. Elle l'utilisa sur le cadavre, et la perle d'essence qui se forma était bien meilleure que tout ce que j'avais vu auparavant. Castille dit « Essence de constitution supérieure. Delmar, c'est pour toi. » Elle la lui lança. J'ai trouvé ça intéressant. Delmar avait soutenu Castille, et Adrian s'était disputé avec elle au sujet du donjon. « Il pourrait y avoir plus d'œufs. Eric, vide ton espace et va vérifier le nid. Constantin, va avec lui. » Cela avait du sens, car mon espace était le meilleur moyen de récupérer les œufs en toute sécurité. Mais pourquoi toujours moi? Et si le griffon revenait? Je serais seul. Constantin posa sa main sur mon épaule et me poussa en avant. J'ai sorti les biens de la Légion et me suis dirigé vers l'ascension de cette foutue montagne. Le griffon mort était en train d'être dépecé lorsque je suis passé devant. L'ascension n'était pas amusante, et Constantin ne m'a pas aidé en me faisant passer en premier. J'ai supposé qu'il était préférable que le nouveau soit attaqué en premier. Les griffons avaient choisi un pic abrupt pour nicher. J'apprenais la varap à la volée. La montée n'était pas si difficile, mais j'étais plus inquiet pour la descente. J'ai atteint le nid en premier. Il y avait 2 œufs et beaucoup d'ossements dedans. J'ai immédiatement déplacé l'un des œufs dans mon espace dimensionnel, laissant un œuf derrière moi. Quelques secondes plus tard, Constantin est arrivé à son tour. On dirait qu'on a eu de la chance. J'espère que le griffon n'a pas abandonné d'embryon mort. Peux-tu le faire entrer dans ton espace? J'ai hoché la tête et je l'ai fait. Constantin examinait tout ce qu'il restait dans le nid, jetant des objets par-dessus bord pendant qu'il les triait. Quand il eut fini, il secoua la tête. Pas de reste humain. Quelques os de chevaux, mais pas d'humains. De plus, ils ont tendance à arracher les vêtements des humanoïdes avant de consommer leur chair. Ce couple n'a tué aucun humain. Je te renverrai à la grotte. Il se balança par-dessus bord et descendit avec assurance le flanc escarpé de la montagne que nous venions de passer des heures à escalader. Je me suis reposé dans le nid, sortant de la nourriture et de l'eau de mon espace dimensionnel, avant de le suivre en bas de la montagne. J'étais beaucoup plus lent que Constantin. Heureusement, l'autre griffon n'est jamais revenu. Quelques heures plus tard, lorsque j'ai atteint le griffon mort, il avait été nettoyé par les efforts de récolte de la Légion. Constantin m'attendait. Il m'avait probablement regardé descendre pendant des heures, et ne m'avait donc pas complètement abandonné.
On dirait qu'on aura des steaks de griffon ce soir. Alors, mon garçon, ils ont dû au moins nous garder les meilleurs morceaux pour avoir fait tout le travail. Nous nous sommes dirigés vers la grotte, et avant même d'y arriver, j'ai senti l'odeur inimitable du barbecue.